Il existe une vraie diplomatie de la dette. Elle existe dans le monde entier. C'est aussi le concept même de la Banque mondiale, du FMI, du multilatéralisme et du soft power américain. Mais les Chinois aussi ont développé une diplomatie chinoise en Afrique qui a une histoire très ancienne, qui remonte pour certains pays à l'ère maoïste. Et depuis une vingtaine d'années, ces relations sont devenues en fait très axées sur l'exploitation des ressources naturelles et sur les projets de construction et d'infrastructure qui sont eux-mêmes financés, non pas par les pays africains, mais par des prêts bilatéraux entre la Chine et ces pays. Dans un cas comme dans l'autre, c'est essentiellement le secteur public chinois qui est à la manœuvre. Qu'il s'agisse des acteurs de l'énergie, comme la CNOOC, la CNOOC, c'est la compagnie pétrolière nationale chinoise, qui se concentre exclusivement sur l'exploitation du pétrole et du gaz à l'étranger, en coopérant avec des entreprises étrangères, des compagnies souvent nationales, qui ne peuvent pas, qui ne savent pas opérer leur pétrole ou leur gaz dans leur pays, notamment en Afrique. Elle a dû quand même se retirer en 2021 de la bourse de New York pour s'inscrire à celle de Shanghai, après avoir été ajoutée à une liste noire, vous savez, la fameuse liste noire du département de la défense américain, celle des Communist Chinese Military Companies. Parce qu'évidemment, il n'y a quasiment pas de frontière entre le public et le privé en Chine, et notamment dans ces secteurs stratégiques. L'administration américaine interdit, par exemple, à des investisseurs américains, même institutionnels, d'acheter des actions ou des obligations de ces sociétés. Et en 2021, CNOOC a carrément été inscrite à l'Entity List. C'est la liste des entreprises sanctionnées qui sont interdites de commercer avec des entreprises américaines. Depuis, cette société publique chinoise a dû se désengager du Canada et elle mise encore plus sur l'Afrique, et notamment sur un pays central en termes de ressources pour le monde entier qu'est la Guinée. Mais on retrouve aussi des entreprises chinoises de construction en Afrique, les plus grands, les plus gros, comme par exemple la CSCEC. C'est une société de construction dont l'État chinois est le seul et unique actionnaire. C'est cette société qui a construit par exemple la mosquée d'Alger, ou le stade des Martyrs à Kinshasa, mais aussi des hôpitaux comme à Sfax en Tunisie, et de très nombreuses autoroutes, des grands hôtels, des logements sociaux, même parfois des aéroports et des villes entières. La légende voudrait que ce soit des prisonniers chinois qui aillent dans les pays africains construire, et que les populations africaines veuillent les chasser parce qu'elles créent une inflation en allant dans leurs épiceries acheter des biens de première nécessité. Seulement, la Banque mondiale a placé sur la liste noire des entreprises non éligibles à ces aides de 2009 à 2014 ce géant du BTP pour des faits de fraude et de corruption de fonctionnaires, notamment lors d'attributions de marchés publics et plus précisément en Afrique. Seulement, ce groupe, c'est ni plus ni moins que le leader mondial de la construction depuis plus de 10 ans. Et on se retrouve, bien sûr, des banques pour financer, entre autres, ces travaux. Ces banques, il y en a essentiellement deux. Ce sont les deux banques institutionnelles et deux banques publiques chinoises qui émettent ces prêts bilatéraux. Elles ont été créées il y a 30 ans avec un but principal, celui de soutenir la politique monétaire chinoise et donc de s'attaquer lentement mais sûrement au dollar. Je vous rappelle que la Chine est le premier propriétaire de bons du Trésor américain et donc de dollars. Dans ces deux banques, il y a d'abord la China Development Bank. Elle est spécialisée dans le financement d'infrastructures. Et puis il y a la Export-Import Bank of China, qu'on appelle plus couramment Exim Bank, et qui elle s'occupe du commerce extérieur et de la coopération internationale. En termes diplomatiques, la Chine évidemment en retire une bien plus grande proximité avec de très nombreux pays, qui se traduit par exemple dans les votes, dans les alignements de votes avec la Chine et les pays africains, dans toutes les instances internationales et particulièrement aux Nations Unies. On a vu par exemple que les dirigeants africains qui ne deviennent pas pour autant des pions ni de la Chine ni de leurs autres créanciers, parce qu'il n'y a pas que la Chine qui prête à l'Afrique, avaient un horizon différent. Leur horizon aux dirigeants africains, c'est plutôt de parfaire leur capacité à jouer avec les grandes puissances et avec les puissances moyennes un jeu du diviser pour mieux régner. C'est de les monter les unes contre les autres à leur propre avantage. Et pour ça, elles ont des relations bilatérales avec la Chine, mais aussi avec les États-Unis, avec la Russie, avec la France, avec l'Allemagne, parfois avec Israël, et de plus en plus avec le Royaume-Uni. On a vu d'ailleurs en mars 2022 que l'Afrique avait voté en ordre complètement dispersé aux Nations Unies sur les résolutions qui appelaient la Russie à stopper son invasion de l'Ukraine. On a vu 28 pays africains sur 54 se ranger du côté finalement de l'Ukraine, tandis que le Soudan, l'Érythrée ou le Mali soutenaient très clairement la position russe,
tout en sachant que c'est le régime de Vladimir Poutine qui défend, parfois même militairement d'ailleurs, le président de ces pays. L'Union africaine elle-même tenait à sa position de non-alignement pour pouvoir négocier justement au mieux l'atténuation des conséquences de cette guerre, qui n'est pas sa guerre, sur sa propre sécurité alimentaire et sur son approvisionnement énergétique. Ce qu'on voit bien, c'est que en termes de matières premières africaines, de terres rares comme on les appelle, la Chine bénéficie plus que les autres, et d'ailleurs d'autant plus que ses propres entreprises pétrolières ou miniennes sont prêtes à tolérer de dégager des marges bien plus basses dans les pays africains que toutes les multinationales occidentales, américaines, françaises en premier lieu, c'est pas les seules, russes aussi, au nom d'un intérêt stratégique supérieur de la Chine. Seulement, les concessions minières ne se renouvellent pas aussi rapidement que ça, et les grands groupes occidentaux, elles, peuvent se prévaloir d'une très longue histoire d'implantation en Afrique, d'une très longue tradition qui leur permet parfois d'emporter l'adhésion, même en étant plus cher, auprès des présidents africains. Et la Chine demeure finalement, plus souvent qu'on voudrait bien le croire, un acteur secondaire sur le continent africain. En termes financiers, le résultat d'ailleurs de cette stratégie de diplomatie de la dette est bien moins brillant que celui que les banquiers d'État chinois imaginaient il y a encore 1 ou 2 décennies quand ils l'ont pensé. Parce que les pays africains se révèlent complètement incapables de s'acquitter de leurs dettes envers les Chinois selon les termes précis du contrat, qui sont des termes très durs. Dans certains contrats, les Chinois intègrent même le nom des personnalités politiques africaines qui touchent des pots de vin. C'est ce qui d'ailleurs entraîne régulièrement des restructurations de dettes qui finalement sont davantage un embarras qu'autre chose du point de vue de Pékin, mais avec des conséquences qui sont très lourdes pour les pays concernés, pour les populations des pays africains. En juin 2023, les créanciers occidentaux et la Chine ont su dépasser leurs divergences après de très longs mois de négociations pour accorder à la Zambie, qui avait fait défaut sur sa dette publique en 2020, une restructuration d'un tiers de son montant total, soit 6,3 milliards de dollars. Son premier créancier, c'était justement l'Exim Bank chinoise pour 6,6 milliards de dollars. C'était la toute première restructuration post-Covid, mais c'est sûrement pas la dernière. Pourquoi ? Parce que ces très longues négociations avec le FMI font qu'ils n'ont pas pu, le Fonds monétaire international, débloquer le plan de sauvetage de 1,3 milliard de dollars qui avait pourtant été approuvé en août 2022, et c'est ce report qui a poussé à la dévaluation du kwacha, c'est la monnaie zambienne. Cette monnaie a perdu plus de 45% de sa valeur par rapport à l'euro avant que l'accord avec les créanciers prenne effet. Ça a poussé entre-temps les Zambiens à subir une inflation galopante et à vivre dans une pauvreté de plus en plus grave. Tout ça parce que cette dette ne pouvait plus être payée aux Chinois. Donc il ne faut pas non plus trop fantasmer à propos d'une volonté machiavélique de la Chine d'offrir comme ça, grand seigneur, de l'argent gratuitement aux pays africains pour les tenir, eux des pays plus pauvres d'ailleurs, en état de servitude financière perpétuelle. D'autant que lorsqu'une crise de la dette chinoise survient, toutes les élites, mais aussi les opinions publiques des pays concernés, les pays africains, sont extrêmement susceptibles et sont capables de se retourner contre la présence chinoise sur place. Une présence qui est obligatoire, à la fois pour administrer ces exploitations minières gazières et à la fois pour construire les infrastructures qui vont être la stratégie de la nouvelle Chine, celle des nouvelles routes de la soie.